Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la formation. Aujourd'hui, on va parler d'un rapport important qui est sorti le 1er décembre 2021, qui est ce rapport d'information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d'information relative aux cryptoactifs et qui va nous permettre de lire un peu l'avenir de la fiscalité en matière de crypto-monnaie et de faire le point sur les mesures qui ont été déposées et sur toutes les propositions du cadre de cette mission d'information sur les cryptoactifs et qui seront sûrement à terme en France le droit fiscal de demain. Donc on va détailler les mesures en fiscalité, vous aurez également le rapport dans le lien en description pour en savoir plus que à côté de l'aspect fiscal, il y a aussi l'aspect réglementaire, notamment sur les PSAN, etc. et sur le droit d'accès aux banques, etc. qui est développé et c'est vraiment pour les acteurs en matière de cryptoactifs intéressant à lire pour savoir où on en est des régulations et de ce qui sera demain le futur en matière de crypto-monnaie. En tout cas, le but de la vidéo là, c'est de voir quelles sont les mesures et les propositions qui sont faites depuis plusieurs années en matière de cryptoactifs pour intégrer un cadre fiscal structuré en France et les résultats de ces propositions. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors on voit dans ce rapport que effectivement le but c'est d'avoir une clarification du cadre fiscal relatif aux actifs numériques, notamment sur la fiscalité des personnes physiques et aussi sur la fiscalité des personnes morales, et également pour le minage. Alors comme j'ai dit, effectivement, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Il y en a effectivement 27 qui ont été faites, 11 ont été satisfaites, 5 ont été partiellement satisfaites, ce qui fait un taux d'application de 60%, donc ce qui est déjà pas mal. Et on voit qu'il y a encore des choses à faire, on voit qu'il y a du rouge, notamment en matière de fiscalité, et on voit qu'il y a eu d'abord plus de propositions satisfaites en matière réglementaire, ce qui est normal puisqu'il faut d'abord clarifier le juridique avant de faire le traitement fiscal qui en découle. Et c'est vrai effectivement que pour les propositions pour la fiscalité des personnes physiques, on voit qu'il y a encore beaucoup de demandes qui sont non satisfaites. Et on voit également que dans ce rapport, il y a beaucoup d'autres demandes qui sont faites, notamment sur les PSAN, sur les ICO, sur le droit au compte bancaire, et que tout n'est pas encore totalement satisfait par rapport aux propositions initiales. Donc si vous êtes un acteur du numérique, je vous invite vraiment à lire ce rapport pour voir où on en est et ce qui est le chemin encore à parcourir avant d'avoir un cadre juridique bien clair. Donc effectivement, sur les propositions pour les personnes physiques, on a eu pas mal de propositions qui ont été reprises déjà dans la loi Pacte et aussi dans le cadre de la loi de finances pour 2019. On a d'abord eu cette consécration du 150 VH bis et de la définition des actifs numériques pour avoir une imposition au titre de la flat tax à 30%, ce qui a permis de qualifier comme actifs numériques à la fois les moyens de paiement currency token et les actifs utilitaires, les utility tokens, tout en sortant de cet article les actifs assimilables à des titres financiers traditionnels, donc c'est security token. Donc effectivement, cette première proposition qui a été satisfaite, c'est cette proposition sur l'imposition des plus-values sur actifs numériques réalisés à titre occasionnel, imposition à la flat tax, au taux de 30%, avec un taux de 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux, tout en sachant que à partir du 1er janvier 2023, on pourra également bénéficier de l'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour les contribuables avec les revenus les plus faibles. C'est une avancée dans le cadre de la loi de finances pour 2022 qui permet de revenir à ce qui existe déjà en matière de valeur mobilière. Alors une des premières propositions qui n'a pas été satisfaite, c'était de définir le rapatriement sur un compte bancaire comme le seul fait générateur de l'impôt sur la plus-value en cryptoactifs. Malheureusement, cette mesure aura du mal à être satisfaite puisque si on appliquait cette mesure, à partir du moment où on transférerait jamais notre argent sur un compte bancaire, on n'aurait jamais d'impôt. Donc ça a été assez vite écarté. Et du fait qu'il y ait certaines plateformes qui agissent en fait comme des comptes en banque, en fait on n'aurait presque jamais d'imposition et on serait définitivement exonéré. Donc ça, malheureusement, ça risque de ne pas passer. Du fait également, il est précisé que du fait qu'on ait cet échange crypto-crypto, qui permet quand même une grosse optimisation fiscale, puisque c'est pas ce qui existe dans la plupart des pays. Donc cette proposition aura quand même du mal à être satisfaite dans le futur. Une autre mesure qui n'a pas été satisfaite, effectivement, c'était la possibilité d'avoir un abattement annuel sur le montant des cessions à hauteur de 3 000 €. Puisque pour le moment, on n'a qu'un abattement à hauteur de 305 € sur l'année. Et effectivement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, on a eu cet abattement qui devait passer à 3 000 €, malheureusement qui a été écarté, mais notamment du fait qu'il n'y avait pas de critères réels qui permettaient de fixer objectivement un seuil à 3 000 €. Donc peut-être que ça reviendra à partir du moment où on pourra fixer un seuil de manière objective, peut-être pas à 3 000 €, mais ou alors expliquer pourquoi 3 000 € de manière plus certaine. Également, une autre proposition qui n'a pas encore été mise en œuvre et qui n'a pas encore été satisfaite, c'est ces mécanismes de report d'imposition. Alors, on en a beaucoup parlé.
dans nos autres vidéos. Et là, une des propositions, c'est de pouvoir en fait effectuer un report d'imposition sur les plus-values en matière de cryptoactifs dans le cadre d'un apport de cryptoactifs à une société et en fait d'avoir un report d'imposition sur les plus-values réalisées comme ce qui existait en fait dans le cadre d'un ancien dispositif entre 2011 et 2013 dans le cadre des plus-values réalisées dans le cadre de rachat d'actions, de parts de société ou de titres assimilés. Mais sur cette proposition, en fait, la Direction générale des finances publiques dit déjà que cet ancien régime a été lui-même abrogé puisqu'il y avait trop d'effets d'aubaine et trop d'abus. Donc on suppose qu'il n'y aura pas de transposition non plus en matière de cryptoactifs pour éviter justement les effets d'aubaine et les abus en la matière. Mais à contrario, on sait quand même que dans le cadre de la loi de finances pour 2022, il y a eu quand même des amendements pour pouvoir faire ces reports d'imposition dans le cadre d'autres dispositifs et de pouvoir justement pouvoir avoir un report d'imposition sur la plus-value qui sera dégagée dans le cadre d'un apport à une société et si le montant de la cession ensuite est réinvesti. Donc il y a plusieurs amendements qui ont été déposés pour des investissements ensuite dans certains secteurs et dans le cadre des débats, il y avait eu quand même une volonté de ne pas fermer cette position et la possibilité en fait de pouvoir réinvestir sa monnaie crypto dans l'économie réelle. Effectivement, pour le moment, il semble qu'il n'y ait pas encore un dispositif précis qui s'applique, mais peut-être qu'un mécanisme semblable au 150 OBTR pourrait arriver prochainement en matière de cryptoactifs. Une autre mesure importante, c'est sur l'imposition des plus-values sur actifs numériques réalisés à titre habituel. On sait qu'il y avait une proposition qui recommandait de clarifier cette notion effectivement d'exercice à titre habituel dans la doctrine fiscale pour essayer de mieux distinguer sur ces gains à titre occasionnel ou professionnel. Alors on sait qu'il y a des difficultés d'interprétation et des grosses possibilités de risque de remise en cause de l'imposition si vous pensez que vous étiez à la flat tax pour une imposition à titre occasionnel alors que vous étiez finalement au régime BIC pour des plus-values réalisées à titre professionnel. Et on sait qu'il y a une doctrine administrative qui a été énoncée mais qui n'est pas non plus si claire puisqu'elle a pris en compte la fréquence des opérations, le montant des opérations ou encore les conditions d'exercice de l'activité. Et c'est des choses qui sont effectivement difficilement applicables aux actifs numériques et qui en fait permettent un trop gros risque sur l'imposition des gains. Donc c'est pour ça effectivement que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, il y a eu un amendement qui a été adopté qui est sur la requalification du régime d'imposition pour les personnes qui font des gains de cession à titre habituel, puisque eux ne seront plus en BIC mais seront à partir du 1er janvier 2023 sous le régime du bénéfice non commerciaux. Et effectivement, le but de cet amendement, c'était également d'avoir une meilleure distinction comme ce qui existe en matière de bourse sur des critères qualitatifs, supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de l'activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, utilisation d'outils professionnels, complexité des opérations réalisées, qui permettent de clarifier un peu plus facilement la différence entre traders à titre habituel ou occasionnel. Effectivement, il y a eu une avancée sur ce dispositif, mais il faudra quand même qu'il y ait une doctrine fiscale précise en la matière qui permette d'avoir un vrai cadre juridique et d'éviter justement toute remise en cause en matière de fiscalité pour ceux qui font des gains de cession et qui ont toujours des difficultés à savoir s'ils sont professionnels ou occasionnels selon leurs gains. Donc là, effectivement, de ce qui ressort, c'est que tout le monde pousse pour qu'il y ait une évolution de la doctrine fiscale également, qui soit publiée assez rapidement, on l'espère, avant le 1er janvier 2023, donc avant l'application du régime BNC pour les traders à titre habituel. Autre proposition qui existe en matière de jetons non fongibles, c'est ce qui a également été porté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, c'est d'avoir un régime spécifique en matière de NFT, puisque ce 150 VH bis ne correspond pas à ce qui existe en NFT. Et le but, c'est de sortir vraiment le NFT de la qualification d'actif numérique pour avoir un cadre juridique et fiscal propre au NFT. Et c'est pour ça que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, il y avait un amendement qui a été déposé pour définir précisément le NFT et donner un régime fiscal spécifique qui serait le régime fiscal applicable aux sous-jacents. Mais on sait que cet amendement ensuite a été retiré puisqu'il servait juste d'amendement d'appel. Mais on voit quand même que cette proposition a été une première étape dans ce qu'on pourrait espérer bientôt, un régime juridique et fiscal spécifique des NFT. Et on voit qu'il y a de fortes chances pour qu'on arrive à ce qu'on suive le régime fiscal du sous-jacent pour connaître effectivement la fiscalité applicable aux cessions de NFT. Ensuite, on passe à la fiscalité des personnes morales. Il y a une des propositions qui est de neutraliser les opérations d'échange sur actifs numériques, puisqu'on sait que si vous êtes un particulier à titre occasionnel, vous avez une neutralisation de vos échanges crypto-crypto, mais lorsque vous êtes à titre professionnel, et dans le cas d'une personne morale, vous êtes imposable sur tous vos échanges, notamment échanges crypto-crypto. Et effectivement, ça peut poser pas mal de soucis qui ont été relevés dans le cadre également du projet de loi de finances pour 2022. C'est ce problème de liquidité
Si vous avez eu des cryptos et vous êtes imposable dessus, mais que vous avez fait que de l'échange crypto-crypto, donc vous n'avez pas eu de monnaie fiat qui vous permettrait de payer l'impôt. Il y a également ce problème lié à la volatilité des actifs numériques. Si l'entreprise n'a pas converti immédiatement l'actif numérique, et effectivement, à la fin, est-ce qu'elle aura assez d'argent pour payer l'impôt? Donc c'est pour ça qu'il y avait un amendement qui permettait de neutraliser sur certaines périodes les échanges crypto-crypto, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite sur cet amendement. Mais on voit que c'est quelque chose qui est assez poussé pour justement permettre de mieux prendre en compte les aspects opérationnels des opérations en matière crypto lorsqu'on est une personne morale. Pour ce qui est de la TVA, les propositions ont été satisfaites puisqu'on a une transposition d'une directive européenne et on sait que pour les levées de fonds qui donnent lieu à la remise de jetons dans le cadre d'ICO, les sommes perçues par la société émettrice de jetons n'ont pas à être soumises à la TVA, sauf si ultérieurement les jetons sont utilisés par leurs bénéficiaires pour obtenir un bien ou un service individualisé auprès de la société émettrice. Et de même, on sait que les échanges d'actifs numériques sont quant à eux assimilés à des opérations financières exonérées de TVA. Également, autre proposition qui n'a pas été satisfaite, c'est sur les attributions de jetons gratuites, sur lequel effectivement il y a également un amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 pour aligner le régime fiscal pour ces attributions de jetons gratuits sur le régime applicable aux attributions d'actions gratuites. Alors là, il est assez clair qu'il y aura pas mal de difficultés à obtenir ce régime fiscal, puisqu'il est énoncé que le but des actions gratuites, c'est de développer l'actionnariat salarié, ce qui ne serait pas le cas dans l'attribution de jetons gratuites. Donc sur ce point, il apparaît que ça sera quand même assez limité de pouvoir appliquer le même régime fiscal en matière d'attribution de jetons gratuites et en matière d'attribution d'actions gratuites. Il y a également une mesure sur le statut des jeunes entreprises innovantes qui a été prise en compte, donc sur ce côté-là, les propositions ont été écoutées. Et également sur les questions de minage, on sait à quel point c'est compliqué aussi de savoir quelle fiscalité est applicable précisément pour les minages, et il y avait des propositions justement d'exonération de taxes intérieures sur la consommation finale d'électricité pour les centres de minage en cryptoactifs qui a été refusé, puisqu'il est clairement énoncé que le but des exonérations qui existent, c'est pour juste conduire à la transition écologique et n'a pas de but d'attirer des fermes de minage qui sont elles-mêmes très consommatrices en énergie. Alors on sait que ça pourra peut-être changer avec le staking, mais pour le moment c'est pas du tout à l'ordre du jour. Par contre en matière de TVA également pour les mineurs, la proposition a été satisfaite puisque on a dans la doctrine fiscale une précision sur les règles de TVA applicables aux activités de minage qui fait que l'activité de minage ne rentre pas dans le champ de la TVA et donc le mineur n'a pas à collecter la TVA au titre des actifs numériques qu'il reçoit en récompense, donc au titre de ses rewards. Et bien sûr en cohérence, vu qu'il n'a pas à collecter la TVA, il n'a pas droit à déduction au titre des dépenses qu'il va exposer pour exercer son activité de minage. Donc voilà, on a fait un tour à peu près sur les propositions de la mission sur les cryptoactifs, mais il y a d'autres informations importantes qui sont également dans ce rapport, notamment sur les suites à donner du fait de la déclaration du Bitcoin comme monnaie officielle du Salvador, puisqu'on voit quand même clairement dans le rapport qu'il y a la question de redéfinition de l'article L5410.1 du Code monétaire et financier qui définit les actifs numériques, puisque c'est une définition par la négative, et qui par principe, à partir du moment où le Bitcoin devient une monnaie d'un pays, devrait sortir du cadre des actifs numériques tel qu'il est défini dans l'article L5410.1 du Code monétaire financier, et par principe sortir de la fiscalité du 150 VH bis pour revenir sur une fiscalité de plus-value sur biens meubles et d'avoir des exonérations sur chaque cession inférieure à 5 000 euros. Donc ça serait une grosse conséquence fiscale. Pour le moment, effectivement, M. Wirtz a bien rappelé que le Bitcoin pour lui n'était pas une monnaie et ne présente quasiment aucune des caractéristiques d'une monnaie, c'est une simple valeur spéculative, mais si on s'en tire à l'article L5410.1 du Code monétaire et financier sur cette définition d'actif numérique, il y a quand même quelque chose à dire sur le Bitcoin et savoir est-ce que lui-même, maintenant qu'il est une monnaie officielle d'un pays, n'est plus un actif numérique au sens du Code monétaire et financier. Et on voit d'ailleurs dans le rapport que cette décision du Salvador pourrait être suivie par le Zimbabwe, donc ce serait intéressant de voir ce qui se passe également au Zimbabwe. En tout cas, dans ce rapport, il se pose aussi d'autres questions, notamment sur le développement des stablecoins et de la régularisation au niveau européen des stablecoins, puisqu'il est clairement énoncé effectivement que c'est une possibilité d'échapper aisément à l'impôt. Et à partir du moment où on a des cryptos dont le cours ont vraiment explosé, vous pouvez convertir ensuite en stablecoin pour prendre vos gains tranquillement. Et à ce titre, il est bien énoncé qu'il y aura une régularisation dans le cadre du projet de règlement MiCA au titre de l'Union européenne et qui va notamment bien définir ce qui est les différences entre security token et les autres actifs numériques et notamment les stablecoins. Et on traite également des travaux de la Commission européenne sur le renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
avec le renforcement des directives sur les échanges automatiques d'informations, notamment la DAC 8, qui pourrait venir peut-être dans 1 ou 2 ans et permettre un échange automatique d'informations en matière de cryptoactifs. On verra un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Et de toutes ces nouvelles réglementations au niveau de l'Union européenne, et également la volonté de l'OCDE également de pousser sur ces échanges d'informations entre pays et de mettre les cryptoactifs dans les mesures d'échange automatique d'informations dans le FACTA et aussi dans le CRS. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de propositions qui restent en attente d'être validées dans le cadre du régime fiscal des crypto-monnaies. Beaucoup de choses ont déjà été faites, mais que le futur de la fiscalité des crypto-monnaies est déjà dans ce rapport, puisqu'on voit les mesures qui seront reproposées dans le cadre de projets de loi de finances futurs. On voit également qu'il faut quand même se rendre compte qu'en France, on a quand même de la chance d'avoir une exonération sur les échanges crypto-crypto, puisqu'on voit dans ce rapport de l'OCDE de 2020 qu'il y a quand même très peu de pays qui permettent l'exonération d'échanges crypto-crypto. Et s'il y a encore certains manquements sur la fiscalité des crypto-monnaies, on voit qu'il y a quand même une volonté de simplifier les règles, notamment sur la clarification d'activités exercées à titre habituel et occasionnel, peut-être par une doctrine fiscale qui devrait apparaître en 2023, la possibilité d'avoir un abattement plus haut que 305 € sur les opérations de cession en matière de cryptoactifs, et également le renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale, avec sûrement à terme un échange automatique ou l'obligation des plateformes de communiquer leurs informations à l'administration fiscale. Donc voilà, on a terminé sur tous les apports du rapport d'information sur la mission sur les cryptoactifs. On voit que le but est quand même de donner un cadre fiscal plus structuré en matière de crypto-monnaie et que le gouvernement, a priori, est plutôt dans ce sens pour mettre en place de nouvelles mesures fiscales en matière de cryptoactifs, même si à la lecture de la fin du rapport, on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque le rapporteur général, M. Laurent Saint-Martin, a lui-même dit que finalement, il était assez favorable sur le principe de mettre en place des incitations fiscales pour transférer le monde numérique au monde de l'économie réelle, mais il a quand même avoué qu'il a de plus en plus de doutes. Plus il comprend les projets, notamment les NFT et tout le monde cryptoactif, il a de plus en plus de doutes sur la pertinence et l'efficacité de mettre en place des incitations fiscales et peut-être en fait à terme de vraiment cloisonner les technologies, notamment en matière de NFT, qui peut-être pour lui n'aurait finalement jamais vocation à toucher l'économie réelle. Et dans ce cas-là, il n'y aurait aucune incitation fiscale pour les faire redescendre sur Terre.